lien entre la robotique et l'autisme s'est créé il y a très longtemps et quelques études menées avant ont montré au fait que ces robots peuvent être des outils très intéressants et aussi très efficaces pour ramener ces enfants à l'interaction sociale et aussi à leur faire apprendre des choses. On s'est rendu compte que ces enfants interagissaient plus naturellement et plus facilement avec des systèmes qui n'avaient pas ou qui n'étaient pas dotés d'émotions complexes. Donc on s'est dit, on va les programmer, mais pas par du personnel informaticien ou roboticien, mais par du personnel soignant. On va permettre de téléopérer, c'est-à-dire d'agir sur ce robot à distance, qu'ils contrôlent eux-mêmes ce robot. Donc le robot va parler ce que va parler le personnel soignant, il va faire la même gestuelle et donc il va interagir tout simplement avec l'enfant, mais par le biais, d'accord, de cet intermédiaire qui est le robot humanoïde. C'est un projet qui a permis de construire une sorte de passerelle entre les expertises spécialisées du LIR, le laboratoire de robotique, et celle du centre d'excellence, spécialiste des troubles du neurodéveloppement, en explorant ensemble comment la téléopération de robots pourrait dans l'avenir enrichir les pratiques thérapeutiques dans le champ des troubles du développement. Cette collaboration représente une voie pour renforcer l'intensité, la continuité des prises en charge. Ce n'est pas une substitution comme certains le craignent, c'est un soutien intelligent et c'est précisément ce que nous recherchons pour innover sans dénaturer. C'est un projet qui a été monté avec le CRA du Languedoc-Roussillon dans le but de voir si l'utilisation d'un robot avec un système de téléprésence pouvait amener à améliorer la vitesse d'apprentissage des compétences socles de communication chez des enfants qui auront un âge entre 2 et 5 ans. On a voulu se baser sur un modèle quantifiable, donc on a utilisé la méthode thérapeutique qui s'appelle l'ESDM, Early Start Denver Model, qui utilise un curriculum pour noter les progrès de l'enfant. Et nous, on s'est basé sur 3 modèles. 1, l'imitation gestuelle. 2, la réponse aux salutations, bonjour et au revoir. Et 3, la réponse à une consigne simple, donne. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette recherche, c'est une étude pilote. Donc le but, c'est de voir si cette technologie vaut le coup d'être explorée plus en profondeur. L'idée était d'avoir des objectifs finalement assez généraux pour pouvoir les travailler dans plusieurs contextes. Donc on a choisi le fait de pouvoir adresser des salutations, pouvoir dire bonjour à l'adulte, le fait de pouvoir imiter des actions, et le fait de pouvoir donner des objets sur demande de l'adulte. Et donc tout ça à travers des activités plutôt motivantes et intéressantes pour les enfants, comme des cubes, il y avait une dinette, il y avait des voitures, des petits animaux, des puzzles, etc. Pour qu'ils soient le plus motivés possible à participer à ces activités-là. Ces séances, elles étaient animées d'une manière un peu particulière. Donc évidemment, dans le cadre de l'étude avec le robot, il y avait le robot qui était présent et qui était téléopéré par un thérapeute qui était dans une pièce différente et qui avait tous les retours vidéo pour bien suivre la séance et s'adapter. Et un second thérapeute qui était là pour s'assurer que tout se passe bien et puis assurer un rôle un peu de régulateur pour faciliter à la fois l'organisation de la pièce, les mouvements du robot et permettre à l'enfant d'être bien en interaction avec le robot, ce qui nous intéressait. On a travaillé du coup avec Carole en étroite collaboration pour prendre en main le robot. On adapte la manière de visualiser l'environnement, donc est-ce qu'on faisait avec un casque de réalité virtuelle, avec une télé qui diffusait ce qui se passait dans la pièce, etc. Un autre défi, c'était celui de la limitation motrice du robot, qui ne peut pas tout faire avec ses mains. Il ne peut pas attraper les objets correctement et les tenir et les serrer. Donc certaines activités n'étaient pas possibles. Donc ça limitait un petit peu les propositions d'activités qu'on pouvait faire. Et au niveau de son corps, il n'a pas vraiment de jambes, il n'est pas mobile du buste non plus. Donc il ne pouvait pas danser ou faire des actions qu'on fait d'ailleurs nous en temps normal dans une prise en charge. L'immense point fort, c'est que le robot a été finalement quand même un grand motivateur avec un vrai effet particulier du fait que le robot soit quand même plus facile à décoder, plus prévisible et ça entraînait pas mal de motivation chez les enfants. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Pour aller plus loin, il va être essentiel en fait de travailler ensemble à essayer de comprendre quelles approches et quels designs sont les plus pertinents pour vraiment améliorer la prise en charge du côté thérapeutique. On peut penser aussi que ce qui pourrait nous aider comme outil à l'avenir, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle de nos jours, va nous aider à rendre ces robots plus autonomes et donc peut-être à améliorer la qualité des interactions et à réduire la charge pour les thérapeutes de devoir contrôler le robot en temps réel.
Ce projet, c'est aussi un laboratoire vivant d'idées nouvelles où chaque expertise est mise au service des enfants et de leur famille.